Voilà, donc nous allons vous parler à partir de notre livre « Un siècle de travail des femmes en France », ce livre qui est sorti en 2011 à la Découverte. Donc, pour Monique et moi, « Un siècle de travail des femmes en France », ça a été 8 ans de boulot. Voilà, c'est une recherche au long cours. Et donc, on en ressort avec on en est ressorti avec beaucoup de surprises, de résultats inattendus et donc d'idées nouvelles, quoi. Pour nous, nouvelles. Et une des choses importantes qui ressort de ce livre et sur laquelle on a voulu focaliser notre intervention ce soir, c'est que le chiffre est politique. Le chiffre est politique, on le sait pour le taux de chômage, on le sait pour l'inflation, on le sait pour l'indice des prix. Eh bien, il en est de même pour le travail des femmes. Le chiffre du travail des femmes est politique. Pourquoi ? Parce que chaque société, chaque époque, chaque culture produit ses formes de travail féminin et se crée ses images, ses représentations. Les chiffres participent très activement à cette construction. Et donc c'est un des principaux résultats de notre travail. Alors, nous avons recompté le travail des femmes au XXe siècle et en même temps décrypté la façon de compter. C'est-à-dire, on a voulu chiffrer et en même temps déchiffrer, ausculter l'art et la manière de fabriquer les statistiques. Il faut rappeler, on s'en est rendu compte en cours de route, que compter et compter C-O-N-T-E-R et compter C-O-M-P-T-E-R ont la même étymologie. Ils viennent du verbe latin computare. C'est pas un hasard. Donc nous, on a fait ça. Alors justement, on n'a pas voulu regarder le monde d'hier avec les lunettes d'aujourd'hui et on a voulu retrouver les logiques qui présidaient aux chiffres de chaque époque, de comprendre à travers les statistiques et les définitions de l'activité les comptes et les codes sociaux qui délimitent les frontières de ce que l'on nomme le travail des femmes. Alors nous n'avons pas recalculé le travail des femmes tout au long du XXe siècle avec les définitions d'aujourd'hui. Nous avons reconstitué des séries de chiffres en gardant les définitions de chaque époque, et ce, à partir des recensements de la population, donc pour toute la première moitié du XXe siècle, des grands livres comme ça qu'on a trouvés en bibliothèque et sur lesquels on a passé beaucoup de temps. Et voilà ce que ça donne. Oui, et voilà ce que ça donne, pardon. Donc, des grands tableaux de chiffres, mais aussi des courbes, sous forme de courbes. Et donc, là, la courbe, si vous voulez, elle montre en donnant à chaque point, depuis 1901, à chaque recensement, un point qui donne l'activité, la part des femmes dans l'activité, donc dans chaque recensement. Alors ce sont effectivement les chiffres bruts indiqués dans les résultats de chacun des recensements, donc tels qu'on les voit à l'époque où ils sont sortis. Bien sûr, ces chiffres manquent pendant les deux guerres mondiales. On voyait qu'entre 1911 et 1921, il n'y a pas de recensement, de même entre 1936 et 1946. Mais on constate à partir de la courbe que ça donne là, un certain nombre de choses. D'une part, une hausse de la part des femmes dans l'activité après chaque guerre mondiale, 1921, 1946, mais un retour un peu dans la tendance 10 ans après à peu près. On voit qu'en 1954, on a 2 points différents, on va vous expliquer pourquoi. Et puis, à partir des années 60, la hausse spectaculaire de l'activité des femmes depuis ces années 60, où on partait de à peu près 30-35% de femmes, et on est aujourd'hui à 48%. Alors, la difficulté à délimiter ce que l'on compte et nomme comme du travail pour les femmes, ça a été une surprise aussi, c'est un leitmotiv qu'on lisait dans les livres des recensements du début du siècle, du XXe siècle. On disait des phrases comme « le classement des femmes est souvent affaire d'interprétation ». Alors justement, c'est ça qui nous a intéressés, c'est repérer précisément l'évolution de ces interprétations. Parce qu'en fonction de ces interprétations, on construit des définitions, et à partir de ces définitions, on définit des chiffres. Voilà. Et donc, on a voulu repérer précisément l'évolution de ces interprétations et tenter de les comprendre, montre bien qu'au problème de lisibilité des chiffres de l'activité des femmes s'ajoutent des interrogations sur la visibilité du travail des femmes. Parce que c'est pas simple. Où passent les frontières entre un emploi repérable et le travail informel ?
Comment les femmes ont-elles été, au fil des ans, recensées, omises, recalculées, effacées ou reconnues? Parce que sur les femmes pèse toujours ce que l'on a appelé, nous, le soupçon implicite de l'inactivité. Parce qu'une femme, une paysanne dans un champ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille ou elle regarde le paysage? Une ouvrière licenciée, est-ce que c'est une chômeuse ou une femme qui rentre au foyer? Ces questions récurrentes que l'on réserve aux seules femmes, jamais on se poserait la question comme ça pour les hommes. Ces interrogations nous disent le contraste entre l'évidence du travail masculin et la contingence du travail féminin. Et le fait de déclarer ou non une activité rémunérée ou une profession, de distinguer la fonction sociale de travailler, d'avoir un emploi, un métier, des autres fonctions plus domestiques ou strictement familiales. Faire ce distinguo, c'est s'affirmer comme membre d'une société économique. Ce sont des actes symptomatiques des représentations de l'époque sur le travail et plus largement sur le rôle des femmes dans la société. Donc, en regardant comment se construisent au fil des ans les statistiques de l'activité professionnelle des femmes, je crois qu'on peut dire quelque chose de l'histoire de leur statut dans la société. Car pour nous, le travail, c'est un fil rouge pour lire la place des femmes dans la société, dans toutes les sociétés contemporaines. Et en ce sens, la délimitation des frontières du travail des femmes, c'est une question éminemment politique, au-delà des choix statistiques. Alors, qu'avons-nous vu au bout de ce voyage dans les statistiques de la population active? Premier point, l'impact des guerres. L'histoire habituellement racontée du travail des femmes au XXe siècle nous disait le rôle majeur des guerres dans la mise au travail des femmes, comme si elles n'avaient pas travaillé auparavant. Or, contrairement à ce qui a été parfois soutenu, ce ne sont pas les guerres qui ont mis durablement les femmes au travail, c'est un mouvement historique plus long et plus continu. Certes, durant les guerres du XXe siècle, les femmes ont remplacé les hommes temporairement dans les industries traditionnellement masculines. L'exemple type, c'est celle des munitionnettes, ces femmes qui travaillaient dans les entreprises d'armement, les munitionnettes. Mais les munitionnettes, elles ne venaient pas forcément de l'inactivité. Elles travaillaient probablement avant dans la couture, et puis après, c'est-à-dire qu'on les a vues arriver sur des lieux où il y avait de l'emploi masculin, où les hommes travaillaient. Elles sont devenues visibles en des lieux où il n'y avait que des hommes auparavant. Mais ce n'est pas ça qui les a mises au travail. Elles travaillaient par ailleurs, mais ça a été visible. Et puis après, il y a eu reflux. Après les guerres, avec l'arrivée des vagues d'immigration, avec les nouvelles générations, la part des femmes sur le marché du travail revient dans la tendance des décennies précédentes. Deuxième surprise, ce qu'on appelait une illusion d'optique statistique, on va vous expliquer. L'histoire nous disait aussi une baisse continue de l'activité professionnelle des femmes tout au long de la première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 1960. Or, si on tient compte des changements de définition dans l'activité agricole, il semble bien qu'il n'y a pas eu, durant la première moitié du XXe siècle, de baisse tendancielle de l'activité féminine. Et là, ça a été une vraie grande surprise, ça a été une vraie découverte parce que jusque-là, on vivait avec cette histoire ou cette légende en tête. Les statisticiens l'avaient établi comme ça. Et puis, tous les historiens, nous autres sociologues, nous avions emboîté le pas. Et moi-même, j'ai toujours dit, présenter l'histoire comme ça. Et en fait, en regardant nos chiffres, c'est autre chose qui est apparu. Alors c'est vrai qu'au début, quand on a vu apparaître ces chiffres, on a eu très peur parce qu'ils ne correspondaient pas à ce à quoi on s'attendait. Puis on a recalculé, regardé dans tous les sens, on est retourné regarder les grands livres. Et ben non, c'était ça, c'était autre chose. Que s'est-il passé ? Si l'on tient compte des changements de définition dans l'activité agricole, il n'y a pas eu, durant la première moitié du XXe siècle, tendance générale à la diminution de l'activité féminine. Alors, en fait, la fameuse baisse tendancielle de l'activité féminine de 1918 à 1962 résulte d'un changement de définition qui s'est produit en 1954. Là, vous l'avez en tableau, l'illusion d'optique statistique. Voilà. À partir de 1954, l'INSEE change de définition du travail agricole. De l'activité dans l'agriculture. Pour être recensé comme agriculteur ou comme agricultrice, il faut désormais se déclarer tel, ce qui n'était pas là, le cas jusque-là. De fait, on a recalculé l'activité féminine à partir d'une hypothèse forte mais non explicitée, celle que dans
dans l'agriculture, les femmes qui ne se déclaraient pas agricultrices étaient inactives. Alors que jusque-là, l'hypothèse inverse allait de soi. Voilà comment on construit. Donc, c'est le nouveau parti pris par l'INSEE à partir de 1954, à un moment où le déclin de l'agriculture est fortement engagé, et à une époque aussi où l'idéologie de la femme au foyer s'épanouit. Voilà. Et donc, ce nouveau parti pris soustrait brusquement 1 200 000 personnes, dont près d'1 million de femmes, des chiffres de la population active. Donc, brusquement, près d'1 million, en fait, dans l'agriculture, plus de 800 000 agricultrices sont transformées en inactives. Et elles sont transformées en inactives, voilà, statistiquement et socialement aussi. Ensuite, on a recalculé, enfin pas nous, l'INSEE a recalculé à la baisse le travail des femmes durant toute la première moitié du XXe siècle. Vous voyez, ainsi naissent les légendes. Et or, tout ça n'est pas anodin parce que dire ou ne pas dire le poids du travail des femmes dans le fonctionnement de la société, c'est un choix lourd de sens et de conséquences. Le travail des femmes n'a pas le même sens, n'a pas la même image, n'a pas la même importance sociale selon qu'il représente le quart, le tiers ou la moitié des forces de travail. Et puis, l'image des femmes, leur importance sociale, leur place dans la société n'est pas la même selon leur poids dans le monde du travail. Et par ailleurs aussi, tout de même, recalculer le travail des femmes à la baisse, ce n'est pas seulement perdre de l'information sur l'activité professionnelle des femmes, bien sûr, mais c'est aussi déformer les connaissances sur le monde du travail, c'est tout simplement déformer l'histoire du travail en France. Troisième surprise, troisième élément, la part des femmes dans la population active. Je veux dire la part des femmes par tranche d'âge. Un des résultats de notre recherche, c'est l'importance et la permanence du travail des femmes. L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable. Nos chiffres montrent la constance du poids de l'activité féminine en France. Elles ont représenté jamais moins du tiers de la population active et quasiment la moitié aujourd'hui. Si on revient aux chiffres qui étaient sur le tableau tout à l'heure, il y avait en 1901 6 800 000 femmes actives et 14,5 millions en 2016. Du côté des hommes, on passe de 12,9 millions en 1901 à 15,4 en 2016 toujours. Donc vous voyez, le mouvement est beaucoup plus fort. L'essentiel du renouvellement des forces de travail dans notre pays au XXe siècle, il a été le fait des femmes, beaucoup plus que le fait des hommes. Alors, autre point, la discontinuité des trajectoires féminines. Si le niveau d'activité des femmes est traditionnellement un peu moins élevé que celui des hommes, elles se distinguent aussi par leurs interruptions. Je m'explique. S'arrêter de travailler quelques années ou plus lorsque l'enfant paraît, c'est une particularité de l'activité féminine qui la rend spécifique, entre guillemets, et par là même vulnérable, perméable aux discriminations. Mais cette spécificité-là s'est diluée au fil des ans pour devenir aujourd'hui tout à fait résiduelle. Là, nous avons quelques courbes. Alors, pour expliquer un peu ces courbes, il faut comprendre que pour chaque recensement, on a une courbe pour les hommes en bleu et une courbe pour les femmes en rouge. Donc, vous avez les âges à l'horizontale, c'est-à-dire que pour chaque âge, il y a la part de femmes qui travaillent et la part d'hommes qui travaillent. Et donc, par exemple, en 1911, vous avez à peu près 50% de femmes qui travaillent vers 35 ans et 90-95% des hommes. Bon, voilà. Donc ces courbes, les courbes des femmes sont particulièrement creusées, vous voyez, dans les années 50-60, au moment de la maternité. C'est-à-dire, en gros, entre 25 et 50 ans, les femmes se retirent dans ces années-là du marché du travail et au moment où elles élèvent leurs enfants. En fait, on avait dans l'idée que c'était quelque chose d'assez permanent et de très ancien, et en fait, en regardant ces courbes, on voit que ce n'est pas vrai du tout. Ça veut dire qu'en fait, les courbes sont beaucoup plus plates avant, et donc à tous les âges, les femmes travaillaient, la même proportion de femmes travaillaient, et il y a un rattrapage des courbes
jusqu'à, par exemple, les courbes des années 2000, où progressivement le taux de participation des femmes aux âges de la maternité rejoint quasiment celui des hommes, en tout cas la courbe a la même allure. Et si on faisait les courbes d'aujourd'hui, elle serait encore plus proche entre les hommes et les femmes. Voilà ce qu'on peut dire de ces courbes-là. Oui, ces courbes-là qui nous montrent l'homogénéisation des comportements d'activité masculins et féminins qui se dessinent au fil des courbes durant tout le siècle. Elles témoignent d'un très spectaculaire, oui. Je voudrais savoir quel est le pourcentage de femmes qui ont des enfants. Elles n'en ont pas toutes? Non, bien sûr. Non, mais ça se passe quand même entre 25 et 45 ans, ouais, et 50 ans. C'est là qu'on voit que les femmes sont le plus souvent avec des enfants. C'est un des indicateurs utilisés. Bien sûr, on a aussi les taux d'activité des femmes selon le nombre d'enfants. Oui. Mais si on veut faire... Nous, on a travaillé sur un siècle. On a dû prendre des données, des chiffres qu'on avait sur tout le siècle. Et on n'avait pas des chiffres harmonisés sur tout le siècle sur la question que vous posez. Donc, l'indicateur que l'on prend habituellement pour voir l'activité des femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants, c'est bien en âge 2, c'est 25-49 ans. C'est les taux d'activité et ce sont ces courbes. Ce sont les moyennes, évidemment. Donc, rattrapage très spectaculaire des courbes d'activité des femmes par rapport à celles des hommes. Rattrapage qui démarre dans les années 60 et se poursuit aujourd'hui. D'où la question de quand ça date. Parce qu'on avait en tête, là aussi, traditionnellement, les femmes s'arrêtaient de travailler à l'âge de la parentalité. Mais non, ces courbes nous montrent que la tradition, c'était quoi? C'était les années 46, 45, 50, 60, 70. C'était une parenthèse, en fait. Ce n'était pas la tradition parce qu'au début du siècle, les femmes avaient des trajectoires professionnelles beaucoup plus continues qu'entre les années 45, 50, 60, 70. Donc ça aussi, c'était une surprise. Les trajectoires professionnelles des femmes étaient beaucoup plus discontinues entre 1946 et 1970 qu'au début du siècle. Voilà. Alors, ces années, cette parenthèse, correspondent aussi au baby-boom, période où la fécondité a été particulièrement forte en France et où l'idéologie familialiste était quand même très présente. Donc, de fait, ce qu'il faut retenir là, c'est que la discontinuité n'était pas la tradition, n'a pas été la tradition en France, mais une parenthèse. Ce qui est très différent de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, ce n'est pas une parenthèse, c'est une tradition qui perdure. Autre point, depuis les années 60, donc la féminisation du salariat, c'est une des tendances lourdes des mutations du monde du travail, un véritable raz-de-marée. De plus en plus de femmes travaillent et cette croissance se poursuit en dépit des crises. En fait, les femmes sont aux avant-postes de toutes les grandes évolutions économiques qui traversent le monde du travail, la salarisation, la tertiarisation, la qualification du travail et aussi la précarisation des emplois. Alors du côté des pénuries d'emplois, disons qu'il y a un certain nombre de permanences qu'on observe chez les femmes. Chômage, sous-emploi, travail à temps partiel, ça existe depuis le début du XXe siècle. Par contre, on ne peut pas le mesurer sur tout le siècle. Ce sont des appellations, des désignations et des définitions à chaque fois très diverses. Encore plus que pour l'activité et l'emploi, donc la question du repérage est ici cruciale et la reconstitution statistique problématique. Sur aucun de ces phénomènes, on ne peut dresser un tableau exhaustif comme on l'a fait sur l'activité tout le long du XXe siècle. Le chômage, le travail à temps partiel, le sous-emploi ont quand même un point commun, c'est que leur chiffrage est incertain, polémique, politique, et ils servent d'indicateurs, surtout le chômage, sert d'indicateur de l'état de la question sociale. Alors les chiffres du chômage des femmes sont encore plus compliqués et fragiles que les autres, parce que c'est particulièrement délicat pour elles. Il y a toujours l'ombre de l'inactivité qui plane sur la privation d'emploi quand il s'agit des femmes. Entre une chômeuse et une femme au foyer, les frontières statistiques sont parfois très poreuses. Alors, si on regarde les séries de taux de chômage, alors pareil, on a les courbes rouges qui correspondent aux femmes, les courbes bleues qui correspondent aux hommes.
Pourquoi il y a 4 courbes? Parce qu'il y a 2 définitions différentes. Celle avec les courbes en pointillés et qui ont été revues, et celles d'aujourd'hui qui sont en continu. Bon, qu'est-ce qu'on observe? On observe que durant des décennies, le chômage des femmes a été beaucoup plus élevé que celui des hommes. Ensuite, on observe aussi qu'avec le changement de définition qui baisse les taux de chômage, des hommes comme des femmes, la différence est plus grande chez les femmes que chez les hommes. Enfin, on a, après la crise de 2008, les courbes des taux de chômage des hommes et des femmes se rejoignent. Pourquoi ça? Parce que dans la crise de 2008, le chômage des hommes a augmenté beaucoup plus brutalement dans l'emploi industriel, alors que dans l'emploi tertiaire, ça a été plus lent et un peu moins fort. D'où maintenant cette inversion un petit peu du chômage. Enfin, on peut plutôt parler du fait que les courbes se rejoignent, parce qu'un an, elles se coupent dans un sens, 2 ans après dans l'autre sens, etc. Mais en ce moment, pour avoir les derniers chiffres, donc, vous avez 8,5% des hommes et 4,5% des femmes actives au chômage. Les courbes se sont donc rejointes. Mais le chiffre du chômage est très politique, on le sait. On ne peut plus s'en contenter pour analyser l'évolution du marché du travail et la bonne santé ou pas du marché du travail. Alors, l'INSEE, maintenant, publie régulièrement des chiffres sur les marges du chômage. Alors, qu'est-ce que c'est que les marges du chômage? Alors, on a le halo du chômage. En fait, ce sont, comme la définition du chômage, ce que c'est qu'un chômeur ou une chômeuse, est très restrictive. C'est une définition internationale, vue, revue, corrigée, etc. Mais elle est très restrictive. On met dans le halo du chômage, c'est-à-dire dans l'inactivité, on ne les compte pas comme chômeurs, un certain nombre de gens qui ne répondent pas tout à fait aux critères du Bureau international du travail. Il s'agit par exemple de gens qui cherchent un emploi, qui voudraient un emploi, mais qui ne sont pas disponibles pour prendre un emploi immédiatement. Ou bien des gens qui voudraient un emploi, qui sont disponibles, mais qui ne font pas les démarches reconnues comme des démarches qui rentrent dans la définition du BIT. Par exemple, elles restent inscrites à Pôle emploi sans rien faire d'autre. Ça ne compte pas pour être compté comme chômeur. Donc, ce halo du chômage, il a une certaine importance, puisque pour 2,5 millions de personnes aujourd'hui au chômage, vous avez quand même 1,6 million personnes qui sont dans ce halo. Autre marge du chômage, c'est le sous-emploi. Ce sont des gens qui ont un emploi, mais qui voudraient travailler plus. Par exemple, des gens qui sont à temps partiel, faute de mieux. Donc là aussi, vous avez quand même 1,5 million presque personnes qui sont en sous-emploi. Si on additionne tout ça, on arrive quand même à 5,6 millions de personnes en précarité forte et qui veulent travailler ou qui n'ont pas de travail, ou bien qui voudraient travailler plus. Alors, ce qui se passe du côté des hommes et des femmes, c'est que le chômage maintenant, effectivement, il y a 48% des femmes dans le chômage, mais dans les marges, dans le sous-emploi, on a 71% de femmes. Et dans le halo du chômage, on a 56% de femmes. Et si le chômage en ce moment, là, dans les derniers trimestres, années, baisse légèrement, par contre, alors le sous-emploi a baissé aussi un petit peu, tant mieux, mais le halo augmente. Et c'est surtout des femmes qui sont dans le halo et qui sont de plus en plus dans le halo. Voilà. Donc se contenter du chiffre du chômage pour analyser le marché du travail, vous voyez bien que ça ne suffit pas. Voilà. Alors, je rebondis sur, si on se pose la question du sexe, du sous-emploi et du travail à temps partiel. Alors là, les choses sont très simples. Depuis qu'ils sont recensés, on voit bien qu'il s'agit pour l'essentiel d'affaires de femmes. 28% des femmes et 8% des hommes qui ont un emploi sont à temps partiel, et ces proportions ont à peine bougé en 20 ans, un petit frémissement dans la période récente. Parmi les emplois à temps partiel, autre chiffre, autre façon de dire les choses, 76% sont détenus par des femmes. Voilà. Donc, dans l'histoire du travail du XXe siècle, le travail à temps partiel pose un problème particulier. Pourquoi? Parce qu'on a construit là une forme d'emploi spécifiquement féminine, réservée aux femmes, de fait, qui vient contrecarrer toutes les tendances à l'homogénéisation des comportements d'activité masculins et féminins que l'on a observés depuis les années 60.
Il a été créé de toutes pièces pour elle, du sur-mesure en quelque sorte. De là à raconter qu'il sied et qu'il plaît aux femmes, ça c'est une toute autre histoire. Alors, métier d'antan, profession d'aujourd'hui. Si on fait une cartographie du sexe des métiers et de leur évolution, on montre que l'histoire des professions et des emplois n'est pas tout à fait la même pour les hommes et pour les femmes. Le déclin de l'agriculture ne s'est pas fait au même rythme pour les unes et pour les autres. La classe ouvrière a toujours été beaucoup plus masculine et la tertiarisation des emplois a été plus rapide et plus importante pour les femmes. Alors, ce qui est difficile dans cette analyse-là, c'est qu'on est obligé de tenir des choses différentes en même temps. C'est-à-dire, d'une part, vous avez, c'est le graphique de gauche, l'évolution des métiers. Vous voyez que, par exemple, si on prend l'évolution des cadres, on passe... Alors, évidemment, ces graphiques se contentent des années 80 à maintenant, parce qu'on a un problème de définition et de nomenclature qui est différent. Mais les grandes tendances sont là et ça permet d'analyser plus finement depuis 1982. Donc, si vous voyez la courbe des cadres qui monte très fortement depuis 1982, on est passé de 8% à 19% aujourd'hui de cadres dans les emplois parmi les emplois. Si vous regardez la courbe des ouvriers, on est passé de 30% à 20%. Donc la part des ouvriers dans l'emploi a toujours baissé. Bon. Comment ça s'est passé en même temps pour les hommes et pour les femmes? L'autre graphique montre la part des femmes, la féminisation des emplois. La part des femmes est très forte parmi les employés. On a 80% de femmes quasiment parmi les employés. Elle reste très faible, du côté des ouvriers, 20% de femmes à peu près tout le long de la période, depuis 82 à aujourd'hui. Par contre, si on regarde les cadres, justement, on passe de 20% à plus de 40%. C'est-à-dire que les femmes ont investi les carrières les plus qualifiées, en fait, assez nettement. Donc voilà. Alors, ce qu'on constate quand on regarde les emplois et les professions et les secteurs, on constate d'une part des permanences et d'autre part certaines subversions. Les permanences, elles résident dans le maintien de bastions, masculins d'une part, féminins d'autre part. Très peu de femmes sur les chantiers, quasiment pas d'hommes dans les pouponnières ou chez les particuliers pour aider les personnes ou faire le ménage. Il faut bien noter qu'en la matière, les permanences et la constance est aussi bien masculine que féminine. Les subversions, elles apparaissent plutôt du côté des professions dites qualifiées, très qualifiées, où un certain nombre de professions se sont féminisées alors qu'elles étaient très masculines, voire seulement masculines, il y a encore pas très longtemps, quelques décennies, et on les voit se féminiser sans perdre de leur valeur sociale et sans se dévaloriser. Alors on peut remarquer que cette dualité entre bastions qui demeurent très sexués et métiers qui se mixent, ça sépare à la fois les qualifications, les métiers les plus qualifiés se mixent, les métiers les moins qualifiés restent très sexués, et les âges, c'est-à-dire les métiers les plus sexués sont souvent tenus par des personnes âgées, alors que les professions qui se féminisent se féminisent plutôt du côté des plus jeunes. Voilà, en moyenne. Donc sur le front de la mixité, les pesanteurs sont omniprésentes, mais les changements observés du côté des jeunes générations et des salariés les plus qualifiés sont indéniables, sans pour autant résoudre tous les problèmes. On sait que le plafond de verre est quelque chose qui empêche un certain nombre de femmes, encore maintenant, d'accéder autant que les hommes, à des postes très importants. Même s'ils se craquellent par endroits, ça demeure. Les femmes ne font pas les mêmes carrières que les hommes et elles restent, même toutes choses égales par ailleurs, moins payées. D'autres lignes, ceci dit, souvent dans les métiers qui se mixent, de nouvelles lignes de partage entre hommes et femmes se créent. C'est-à-dire que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes spécialités, par exemple quand elles sont médecins. On a plus de pédiatres chez les femmes que chez les hommes, et moins de chirurgiens, bon, pour caricaturer un peu, mais même à niveau plus fin, on a cela. Dans les métiers de la justice, c'est le cas aussi, et chez les ingénieurs, qui se mixent, contrairement à ce qu'on pense petit à petit. Alors tout ça est à géométrie variable, ça ne se fait pas au même rythme, mais là aussi,
on a une féminisation progressive, mais pas forcément partout. C'est-à-dire qu'on va trouver plus de femmes du côté de la biologie, par exemple, et moins du côté de la physique. Hein. Voilà. Alors, ce que Comté veut dire, au début du siècle, la majorité des femmes travaillaient à leur domicile, agricultrices, isolées, travailleuses spécialisées dans des travaux de couture payées à la tâche. Au XXIe siècle, la quasi-totalité des femmes sont salariées et sortent de chez elles pour aller travailler, même pour quelques heures. Avec la diffusion du salariat, leur labeur est devenu visible, autonome, déconnecté de leur statut familial. Les femmes salariées travaillent et gagnent leur vie, quelle que soit leur situation familiale et la profession de leur conjoint. Le salariat consomme le divorce entre statut professionnel et statut familial. Et ça change tout. Depuis plusieurs décennies, le salariat n'est plus cette situation indigne et misérable qui était décrite par Robert Castel. Pour les femmes, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il constitue un marchepied vers l'autonomie économique, un grand pas quand même vers la liberté. Alors la montée actuelle des métiers dits indépendants, l'extension de la précarité et la permanence du chômage désormais autant sinon plus masculin que féminin, dessine un marché du travail difficile pour les femmes comme pour les hommes, une nouvelle donne où les unes comme les autres recherchent leur place. Oui, et pour conclure, je voudrais dire que l'étude précise des chiffres montre au fond toute l'étendue, l'ampleur, la constance de l'activité féminine durant le XXe siècle en France. Dans le monde du travail professionnel, les femmes n'ont jamais été une minorité. Et c'est bien ce que ce voyage dans les méandres de la statistique descriptive met en évidence. En dépit des crises et des récessions, par-delà les périodes de guerre et d'après-guerre, les femmes ont vraiment beaucoup travaillé en France et à toutes les époques du XXe siècle. Mais leur travail a souvent été recalculé, recalé, redéfini, avec des hésitations, avec des partis pris que nous avons tenté de décrypter, hier comme aujourd'hui, voir époque par époque, chaque fois ce que Comté veut dire. Voilà, merci beaucoup.